Eh bien, écoutez, je vous propose de démarrer. Alors, il s'agit d'une webconférence Osmose. Alors, peut-être représenter très rapidement qui nous sommes. Donc, CSIVA, nous sommes une filiale du Centre scientifique et technique du bâtiment, un établissement public. Et nous sommes un opérateur de service, un organisme de certification pour accompagner les transitions énergétiques, environnementales, numériques, et pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, les transitions sociétales. Alors nous développons pour le compte d'associations, d'alliances, et pour notre compte propre, différentes certifications et labels. Euh, Celle que vous connaissez souvent est la certification HQE, haute qualité environnementale. Mais il existe également les labels énergétiques que nous auditons pour le compte de l'État, donc label par exemple C'est moi aujourd'hui, ou les anciens labels SNRC pour l'association SNRC, et le label Osmose. Alors, cette webconférence fait partie d'un cycle de webconférences justement sur cette démarche qui s'est déroulé au printemps dernier et dont la conférence d'aujourd'hui vient clôturer le cycle. Je ne repartirai pas dans les éléments qui ont été présentés les fois précédentes. L'idée de la webconférence d'aujourd'hui est vraiment de se centrer sur les projets de déménagement et de voir comment ces projets de déménagement sont des projets support aux transformations d'entreprise. Il s'agit en fait pour Osmose d'un cas d'application tout à fait intéressant parce qu'on va voir que dans ces projets d'aménagement, on a à la fois le projet immobilier, le projet de l'aménagement de travail, le projet de l'environnement de travail et le projet ressources humaines, voire le projet de transformation de l'organisation et des modalités de travail, la culture managériale, qui sont souvent entremêlés. Donc, pendant cette web conférence, je vais vous faire un très bref rappel de la démarche Osmose, et puis on partira d'une présentation un peu générique des projets de déménagement et des différents leviers de motivation, et notamment des leviers liés à cette dynamique de conduite du changement. Et puis, on ira ensuite regarder, au travers de quelques points et facteurs clés de réussite que vous allez retrouver au travers des différentes exigences Osmose, quelques facteurs qui vont permettre de faire des projets de déménagement, non pas juste des projets de changement de lieu, mais des projets de transformation des organisations. Et puis, je viendrai juste conclure avec un rappel du process de l'amélioration dans le cadre d'un projet de déménagement. Durant la première partie de la présentation, on vous demande de garder les micros coupés de façon à ce qu'il n'y ait pas d'écho lors de la présentation. Mais vous pourrez tout à fait les rallumer pendant cette séance de questions-réponses. Si vous avez des questions tout au long de la présentation, n'hésitez surtout pas à la noter. On les prendra à la fin. Voilà, on est là pour vous. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, des remarques, des commentaires sur des éléments qui sont présentés ou sur des éléments qui sont sur d'autres éléments de la démarche Osmose. N'hésitez pas, on prendra le temps nécessaire pour répondre aux différentes questions à la fin de la présentation. Sans plus attendre, je vous propose d'entrer dans le dur de la webconférence. Donc sur la démarche Osmose. Alors la démarche Osmose, c'est une démarche qu'on a voulu résolument tourner autour de la qualité de vie au travail en travaillant sur l'amélioration des cadres de travail. Pourquoi ce spectre? Parce qu'aujourd'hui, les entreprises, les collaborateurs et les sociétés en général sont confrontés à plusieurs défis. Des défis liés des défis de santé publique, des défis de qualité de vie au travail, des défis liés aux personnes et à leurs ressentis, en termes d'améliorer les qualités de vie des collaborateurs et donc de répondre à nos défis de santé publique. Quelques exemples clés que vous avez vus illustrés. 22% des collaborateurs déclarent des situations de stress qui ont un impact sur leur santé. Et aujourd'hui, 15% des actifs sont atteints par une maladie chronique. Donc, comment à la fois on peut agir en prévention pour réduire ces maladies chroniques, et il y a des actions possibles qu'on peut faire par l'incitation sur les cas de travail, et comment on prend en compte les personnes qui peuvent être atteintes par les maladies chroniques dans les cas de travail. Et puis, évidemment, l'objectif est double. L'objectif est bien sûr de répondre à ces enjeux, mais aussi d'améliorer la performance des organisations. Et on a toute une série de littérature, d'études de cas, de recherches académiques qui montrent que agir en faveur de la santé à la fois physique et psychologique et psychique et psychosociale des collaborateurs
et tout bénéfice pour l'entreprise. D'autant plus que l'entreprise est aujourd'hui confrontée à un enjeu majeur, c'est une baisse très nette du niveau d'engagement des salariés. 28% des salariés se disent engagés aujourd'hui, contre 41% il y a 7 ans. Alors que cet engagement est d'autant plus crucial au moment où les entreprises cessent à se mettre en place des projets toujours plus innovants pour répondre à une concurrence internationale. Donc Osmose, c'est vraiment voulu comme un cadre transversal de pilotage de projets d'amélioration des cadres de travail. Alors pour cela, on a 3 leviers d'action, bâti, aménagement et animation ressources humaines, qui peuvent être analysés seuls ou conjointement. Sur chacun de ces leviers d'action, vous trouverez un référentiel, donc une liste de critères, répartis en 6 enjeux que vous voyez ici apparaître. 5 enjeux dits thématiques, sur lesquels on va s'occuper à des caractéristiques pour améliorer les cas de travail, santé environnementale, hygiène de vie, vie privée, vie professionnelle, communication et liens sociaux et fonctionnalité. Et un dernier enjeu plus transversal sur la manière dont est mené le projet, qui s'appelle démarche collaborative. Les principes qui sous-tendent la démarche, c'est vraiment cette approche transversale au niveau des métiers, donc immobilier, environnement de travail, ressources humaines, acteurs de la qualité de travail plus globalement. Une approche transversale et co-élaborative au niveau des différentes entités d'entreprise. La direction générale, bien sûr, le COMEX, mais aussi les collaborateurs quels qu'ils soient, sans oublier le management intermédiaire qui se trouve souvent pris entre deux feux. Co-élaboration avec les différentes parties intéressées, les acteurs et directeurs du sport, les directions métiers, mais aussi les médecins du travail, les psychologues du travail, ou encore les IRP. Pour ceci, la démarche qui est promue est une démarche résolument articule l'organisation du travail. C'est en fonction d'une organisation du travail donnée que on va essayer de contextualiser les réponses qui peuvent être apportées. Donc, vous ne trouverez pas dans le référentiel auto des réponses toutes faites qui sont à plaquer dans tous les cas, mais bien une série de listes de critères dans lesquels, selon les contextes d'organisation, il va y avoir un intérêt plus ou moins pertinent à le mettre en application. Vraiment contextualiser les solutions apportées en fonction d'un contexte d'organisation et d'une organisation du travail donnée. Et puis, dernier principe, l'amélioration des cas de travail n'est pas une fin en soi, c'est pas parce qu'on a mis quelque chose à un instant donné que le lendemain ça marchera toujours. Et donc on s'inscrit dans une logique d'amélioration. Les projets de déménagement sont à l'ensemble de ces 5 principes tout à fait révélateurs. Alors un projet de déménagement peut avoir différentes motivations. Il y a souvent un élément déclencheur. Une fin de bail, des locaux qui sont complètement vétustes, une fusion qui conduit à une augmentation ou une baisse des effectifs. Mais si on regarde plus en détail, il y a souvent aussi d'autres enjeux plus globaux qui apparaissent. Alors des enjeux qui peuvent être, par exemple, de réduire les coûts immobiliers, ou encore d'améliorer la productivité des collaborateurs en leur proposant des cadres de travail qui soient plus efficaces et fonctionnels. Deuxième type d'enjeu, répondre à justement une croissance des équipes en effectifs, en taille, ou à un besoin de réorganisation de ces équipes pour être mieux articulées à une organisation du travail, à des regroupements des équipes qui vont souvent travailler ensemble, par exemple. Puis, troisième type d'enjeu, l'immobilier, le bâtiment est signifiant, et donc déménager, c'est aussi une manière, parfois, d'améliorer son image et d'imposer une nouvelle culture d'entreprise plus globalement. Je vous propose d'entrer un petit peu en détail dans ces motivations. Alors, sur coût et productivité. Sur coût et productivité, on peut repartir d'une base qui est un coût moyen d'un poste de travail en France. Vous trouvez ces chiffres dans les chiffres Busy Ratio de l'ARPEG, qui sont publiés annuellement, et qui nous proposent les coûts du poste de travail répartis dans différentes applications. Donc on voit qu'on est à aujourd'hui près de 15 000 euros du poste de travail, un peu moins, plutôt 12 000 si on enlève la partie déplacement de voyageurs, soit à peu près 784 euros de mètre carré, 650 si on enlève cette partie déplacement. Dans cette coût au poste de travail, et bien sûr,
loyer et assurance, donc la partie immobilière, a une importance très importante. Si on y rajoute les taxes immobilières ainsi que l'exploitation du bâtiment, on est à près du 2/3 du coût du poste de travail qui sont vraiment liés à, au fonctionnement du bâtiment. Or, quand on regarde le taux d'occupation d'un poste de travail, on se rend compte qu'un poste de travail sur une journée classique est en fait pas forcément toujours beaucoup utilisé. On a des taux d'occupation qui varient, hein, les retours varient, mais c'est quand même assez parlant. Un poste de travail dans une journée classique est utilisé 40 à 65% du temps. Les autres moments, ben, on peut être en réunion interne, en réunion externe, on peut être parti regarder un collègue, qui fait des taux d'occupation effectifs qui sont plutôt bas. Sur ce principe, une solution qui paraît assez, intéressante, c'est de se dire, qu'à cela ne tienne, faisons des économies sur la partie immobilière. Et c'est là qu'on se rend compte que c'est sans doute une fausse bonne idée. Parce que ces coûts immobiliers sont aussi à mettre en regard d'éléments qui vont être croisés par la manière dont les gens vont vivre leur vie à l'intérieur des locaux de travail. Alors, on a aujourd'hui des chiffres qui sont assez impressionnants sur le nombre d'arrêts maladie. Donc, aujourd'hui, il y a dans une entreprise de 1000 salariés, le temps en arrêt maladie représente 40 équivalents temps plein. C'est absolument considérable. Le nombre d'absences moyens par an et par salarié, 15 jours d'absence moyens par an et par salarié, sont un coût de près de 9 milliards d'euros. Là encore, un montant absolument considérable. Et cette baisse de l'engagement qu'on citait tout à l'heure, a elle aussi un coût, avec près de 14 000 euros par an et par salarié sur ce coût lié au désengagement des collaborateurs. 14 580 euros par an et par salarié, c'est finalement pas très éloigné du 12 000 euros par poste de travail. Et si on regarde des éléments liés au bâtiment, on peut se rendre compte que, eh ben, selon les paramètres qu'on a mis en place, selon le fonctionnement du bâtiment, on va avoir aussi des gains de productivité sur le collaborateur. Des gains de productivité liés à l'amélioration de ses paramètres de santé ou gains de productivité liés au fait qu'il sera dans de meilleures conditions pour travailler. Quelques chiffres clés que vous allez retrouver dans le document Osmose Mode d'emploi qui est en téléchargement et qui sont issus de travaux de recherche produits par des pairs. Vous avez par exemple, si vous avez des environnements de travail bien conçus dans lesquels les collaborateurs peuvent avoir des actions pour maîtriser leur ambiance thermique, plus de 3 à 7% d'amélioration de l'efficacité au travail. Si vous avez un lieu dans lequel l'acoustique interne est maîtrisée pour être qualitative, vous allez pouvoir avoir un impact sur la productivité qui est près d'un tiers, considérable. Si encore vous avez favorisé l'activité et la lutte sportive et la lutte contre la sédentarité, vous aurez sans doute des collaborateurs en meilleure santé. Et ces éléments-là, des études essayent de les chiffrer et on a des résultats qui montrent 6 à 9% de gain de productivité. C'est des travaux de Google Immaterial, par exemple. Et puis, la présence d'éclairement naturel qui joue sur nos rythmes biologiques notamment et sur la qualité de notre sommeil, les vues vers l'extérieur qui jouent sur notre capacité de concentration, notre capacité de créativité, ça va aussi avoir un impact sur l'absentéisme et la maladie. Avec, par exemple, les statistiques anglaises, si je ne me trompe pas, 0,5% de diminution de l'absentéisme en présence d'éclairement naturel et de sécurité. C'est quelques exemples, mais c'est juste pour vous montrer que réduire les coûts immobiliers à tout prix, c'est pas forcément toujours la bonne idée. Si on reprend alors des chiffres qui ont beaucoup circulé, mais qui remettent là parce qu'ils sont parlants, alors évidemment, ça dépend des localisations, mais le principe reste le même. Si on prend les coûts totaux pour une entreprise, 90 vient de la masse salariale et que 10% de l'immobilier, dont 9% sur les coûts de loyer. 90, 10. Dans ces conditions, on voit bien que agir sur l'immobilier pour réduire les coûts, oui, d'accord, mais sans le faire au détriment de la
des collaborateurs sans le faire au risque de nuire à l'efficacité de leur travail. Souvent, du coup, ce qu'on voit dans les projets immobiliers, c'est pour réduire une perte d'espace personnel au sein de nouveaux projets de déménagement, eh ben on compense. On compense par plus de services en faveur du bien-être des collaborateurs ou plus de souplesse managériale, par exemple. Ce qui est sûr, c'est que pour les collaborateurs, un déménagement peut être perçu comme un risque. Et la façon dont il est présenté va être d'autant plus importante. Pour les dirigeants, pour l'entreprise, ça peut effectivement être du ressort d'une logique de baisse des coûts. Et si elle n'est pas assumée et si elle n'est pas vue comme telle, les collaborateurs peuvent se demander s'ils ont rien à lui perdre, comme le montre cette petite illustration, et cela peut plutôt empirer la situation et créer des nouvelles sources de conflit. Deuxième source de motivation, deuxième, pardon, levier de motivation qu'on avait vu, c'était répondre à des enjeux de croissance ou de réorganisation des équipes. On voit travail nomade, travail en mode projet ou télétravail. Cela change la façon dont on organise notre travail. Et pour cela, différents types de leviers sont possibles. On peut gérer en termes améliorer la gestion des espaces, travailler sur la flexibilité pour permettre de configurer les espaces assez aisément, ou travailler justement sur intensifier les usages en ayant une meilleure utilisation des espaces déjà disponibles, par exemple, en mutualisant une salle de réunion de grande taille avec plusieurs petites salles de réunion de bulles avec des cloisons aérodynamiques. Un petit exemple, mais l'idée est plus globale. L'idée est bien de se saisir du projet immobilier pour travailler et repenser, remettre en place une organisation du travail, un fonctionnement entre les équipes et de travailler sur le mode de travail, de collaboration et de management. Organisation de travail est ainsi au cœur de projets de transformation de l'environnement du travail. Vous voyez ici s'afficher un projet, une enquête, les résultats d'une enquête réalisée par l'ARCEG, donc l'association des directeurs de l'environnement de travail, sur des projets de modification de l'environnement de travail. Et ce qu'on voit, c'est que les opportunités de lancement des projets sont certes à la base souvent techniques, on parlait tout à l'heure de l'utilité des locaux, etc., mais assez souvent viennent aussi s'intégrer des opportunités stratégiques qui viennent apporter au projet de transformation de l'environnement de travail une autre coloration, une coloration liée à la transformation de l'organisation. Ainsi, on a plus de 80% des projets qui ont été lancés en 2018 sur lesquels les directeurs de l'environnement de travail attendaient de leur projet une évolution de l'organisation. Alors, sur ces projets de nouvelle organisation, il y a effectivement différentes solutions, mis à part le déménagement. On peut bien sûr rénover le site existant ou déménager dans un nouveau site. Ou encore, utiliser les centres d'affaires traditionnels quand c'est vraiment de la flexibilité de court terme. Et on voit toute une nouvelle série d'offres qui ont émergé sur ces 10 dernières années et qui ont de plus en plus de succès, ce qui propose des coûts tout à fait attractifs. Alors, juste en parenthèse, il y a un certain nombre d'études de brokers qui viennent travailler sur le coût de location d'espaces de coworking ou de centres hybrides. Ce qui est intéressant dans le cadre d'un déménagement, c'est que toutes ces évolutions qui ont été faites avec ces nouveaux types d'espaces sont aussi des sources d'inspiration pour les nouveaux projets de déménagement. Cette diversité des lieux, cette mutualisation entre espaces partagés versus espaces sur lesquels travailler de manière plus isolée, cette approche assez différente des collaborateurs qui, dans les centres humides ou les espaces de coworking, sont aussi des clients utilisateurs, permet de développer une réflexion qui est une réflexion en termes d'expérience utilisateur des collaborateurs au moment des projets de déménagement. Enfin, un troisième type de levier dont on mentionnait tout à l'heure, l'image et culture d'entreprise. Alors, le projet de déménagement, et plus généralement des locaux et des espaces, sont des signifiants à la fois en interne et en externe. Ils véhiculent des images. Ils véhiculent des images par rapport aux collaborateurs, par rapport aux sous-traitants, aux fournisseurs, aux différents partenaires. C'est pas forcément anecdotique que des startups choisissent de se regrouper dans des lieux qui sont considérés comme dynamiques et étrangers, ou qu'à l'inverse,
une banque choisisse traditionnellement de s'intégrer au quartier central des affaires dans lequel elle va retrouver tout son microcosme habituel. À l'intérieur du bâtiment eux-mêmes, le choix des lieux, l'aménagement et les choix, on va dire, les marqueurs qui vont apparaître dans les choix de décoration, vont aussi être des marqueurs et véhiculer des messages à la fois aux collaborateurs et aux personnes, aux visiteurs qui passeront sur le site. Alors, juste pour synthétiser, vous trouverez une publication de l'ANACT qui reprend les projets de conception des espaces et qui montre ainsi que, je vous ai repris juste la citation préliminaire, mais je vous invite vraiment à aller voir cette publication. Tout projet d'aménagement et de conception est une opportunité pour repenser l'organisation du travail, on va aller précisément, améliorer la performance des conditions de travail. Et pour cela, c'est là où je voulais m'arrêter. Il s'agit de créer, en créant une dynamique sociale autour du projet. On va voir que le projet de déménagement permet de fédérer, créer une dynamique du changement d'espace, mais qui peut aussi être utilisée pour avoir une dynamique de changement plus globale sur l'organisation. Voilà pour ce premier tour d'horizon sur les différentes motivations et les facteurs clés. Je vous propose maintenant de regarder quelques facteurs clés de réussite des projets. Et pour cela, je vais m'appuyer sur la démarche Osmose. Alors, dans la démarche Osmose, vous trouverez différents thèmes que vous voyez illustrés dans l'image ci-dessous. Je vous parlais tout à l'heure très succinctement des 6 enjeux: santé environnementale, hygiène de vie, équilibre vie privée, vie professionnelle, communication, lien social, fonctionnalité et démarche collaborative. Chacun de ces enjeux est ensuite redécoupé en différents thèmes, puis en différentes exigences. Je vais m'appuyer là-dessus pour vous montrer quelques exigences qui me paraissent particulièrement sensibles dans le cas d'un projet de déménagement. Alors, ce que vous allez trouver qui sont particulièrement intéressants se trouve notamment dans la partie démarche collaborative, sur la manière dont on va pouvoir piloter le projet de déménagement. Également sur l'enjeu fonctionnalité, notamment diversité et gestion des espaces, ainsi que flexibilité et adaptabilité. Beaucoup d'enjeux qui montent aujourd'hui sur la réflexion des travaux structurels et des travaux d'aménagement pour favoriser communication formelle et communication informelle ainsi que convivialité, qu'on retrouve dans communication et lien social. De manière générale, l'ensemble de ces thèmes peut être utilisé. Là, je vais juste faire quelques focus euh, sur quelques enjeux qui paraissent particulièrement. Alors, au préalable du projet de déménagement, vient un enjeu de cadrage. Cadrer ses objectifs et cadrer une vision. Vous verrez donc ces sujets-là, vous les verrez apparaître notamment dans les thèmes démarche, QVT et pilotage et coélaboration des aménagements. Le premier enjeu, c'est d'identifier justement ces différents objectifs en toute sincérité. Et pour cela, il s'agit justement de recueillir des besoins de collaborateurs et d'analyser aussi la manière dont le travail est réalisé. On peut avoir une idée dont les choses se font, mais il s'agit ici vraiment d'aller en profondeur et de regarder concrètement, ou par exemple nos journées quotidiennes, la manière dont les différentes activités succèdent et les interactions qui existent entre les personnes. Autre sujet dans ce cadrage, l'idée est véhiculée dans le référentiel de l'osmose et la co-construction et le partage de ces objectifs. Cela, notamment passer par un pilotage transversal multimétier. On voit qu'il y a dans différents métiers qui vont être concentrés dans le management, les acteurs de l'immobilier, les acteurs, bien sûr, les acteurs de l'environnement de travail, mais aussi les acteurs ressources humaines qui seront souvent assez sollicités et qui ont parfois tendance à être sollicités un peu tardivement sur la partie plutôt de conduite de changement, alors qu'ils pourraient être sollicités dès le début du projet. Et puis évidemment, pilotage global des directions support, mais bien sûr, intégration des métiers c'est eux qui sauront comment effectivement ils s'organisent leur journée, quelles sont les tâches qu'ils auront besoin d'effectuer, quels sont leurs besoins. Donc, l'un des éléments qu'on trouve de manière assez forte dans la démarche, c'est cette mise en place d'un groupe projet. Co-construire, ça veut pas forcément dire que tout pourra être soumis perpétuellement à validation et remise en question. Par contre, ce qui apparaît assez important, c'est que il est bien nécessaire que les règles du jeu soient claires et que les éléments sur lesquels la construction est possible soient clairement partagés. Partager contraintes, éléments de cadrage, au risque sinon de décevoir et de faire croire aux gens qu'ils vont pouvoir
tout décider, alors qu'il y a des éléments sur lesquels il y a des contraintes, sur lesquels il ne sera pas possible d'agir. Donc bien partager les éléments sur lesquels la co-construction peut porter, les contraintes qui vont empêcher de faire certains choix, et faire preuve vraiment de pédagogie, au risque encore une fois de décevoir, et que le processus de co-construction ne se termine par plus de frustration qu'on aurait voulu éviter. Et puis, un projet de déménagement, pour les personnes qui ne sont pas forcément, c'est des projets sur lesquels un peu particuliers, et le groupe projet qui va être constitué, ce groupe projet métier, il n'a pas forcément la connaissance des types de projets qui peuvent se faire, de la façon dont le projet va fonctionner. C'est donc important de le nourrir par d'autres expériences, de sites, maquettes, simulations, documentation, appels d'experts tiers, qui viennent témoigner, pour expliciter et pour donner des armes à ce que le projet de co-construction puisse se passer de manière vraiment constructive. Et puis, quand on parle d'objectifs et de vision, il est vraiment important que ces visions puissent être incarnées. Et là, on retrouve le rôle du directeur général, d'un COMEX, de vraiment pouvoir diffuser une vision et qui puisse permettre d'avoir un cap à tenir et qui puisse permettre aussi de fédérer. Donc, cette création de dynamique collective doit être mise en lutte. Tout au long du référentiel Osmose, vous allez retrouver différents outils qui sont différentes bonnes pratiques qui sont apparaître. Vous en avez mis quelques-unes dans le texte, mais il y en a bien d'autres qui sont prêts à regarder le référentiel. Alors, coélaborer, on a dit que c'était particulièrement clé. Vous avez ici un résultat d'une étude de l'ARPEG où différents directeurs de projet, on a interrogé selon le niveau de réussite du projet, selon les niveaux d'engagement avec les utilisateurs, donc les collaborateurs. Et ce qu'on voit, c'est que dans tous les cas, quel que soit le type de projet, dès qu'il y a eu cette coélaboration, la réussite du projet était meilleure. Il y avait un taux de réussite des projets plus important. Et ceci, c'est particulièrement vrai, c'est le troisième diagramme, lorsque le projet a conduit à un projet d'optimisation de l'environnement de travail, avec par exemple une réduction des surfaces ou une réduction des coûts immobiliers. Là, l'écart dans ce troisième cas est pratiquement de 30%, ce qui est considérable. Avoir une vision, développer des objectifs, mais aussi, à un moment, choisir son site. Là, ce qui est mieux, c'est une analyse évidemment multidimensionnelle du site. Alors évidemment, tous les critères du référentiel d'osmose peuvent être utilisés pour analyser un site, regarder ses avantages et inconvénients par l'autre. Alors, sur les éléments qui paraissent particulièrement clés, on retrouve notamment tout ce qui est distance de travail, distance fournisseur, partenaire, les aménités produites par le site. Tout ça joue à la fois sur les coûts immobiliers, mais également sur l'image de la future entreprise. Une implantation dans des lieux qui seront éloignés des différents lieux des partenaires, c'est peut-être plus de difficulté à avoir, à mobiliser un réseau. C'est aussi parfois une perte d'image pour l'entreprise. Et puis, surface, mobilité, caractéristiques de bâtiment, là encore, vous allez retrouver un arbitrage à avoir entre coûts et confort, santé, et donc l'impact en termes de la productivité sur les collaborateurs. Choix du site, mais aussi choix du type d'aménagement. Là encore, le référentiel Osmose promeut une démarche globale qui a pensé en fonction de l'adéquation aux organisations du travail et à l'analyse des activités réalisées tout au long de la journée. Il n'y a pas une solution plus que d'autres qui est promue par le référentiel. Ce qui est vraiment intéressant, c'est plutôt ce qui est plutôt valorisé, dans le référentiel, c'est la diversité des solutions apportées pour s'adapter au contexte d'organisation et aux différents types d'activités, de métiers, etc. Pour trouver ces éléments, notamment dans les thèmes diversité et gestion des espaces, et on veut également flexibilité et adaptabilité. Alors les questions qui sont à se poser sont assez nombreuses. Vous allez retrouver des éléments sur le dimensionnement des espaces collaboratifs versus les espaces j'allais dire de travail, des espaces de construction travail. Va du coup se poser la question de manière plus globale, type d'aménagement qu'on choisit. Est-ce que c'est des boueurs ouverts, fermés, partagés, sachant qu'il n'y a pas une réponse binaire. Est-ce que on va faire appel à des postes non attribués, qu'on appelle assez couramment du desk sharing, voire du flex, on reviendra tout à l'heure.
Est-ce qu'il y a d'autres types d'espaces qui sont souhaités et d'autres types d'ambiance? Ça peut être, on parlait d'échanger et de se réunir, ben, ça peut être par des salles de réunion classiques, mais aussi par des bulles, par des espaces d'échange plus conviviaux, des autres types d'espaces pour se concentrer, pour partager des domaines confortables. On voit différents types d'espaces qui émergent, qui conduisent à différents types d'ambiance. Et puis, globalement, sur le choix d'aménagement, il y a une réflexion sur les flux des personnes, donc collaborateurs, visiteurs, et le traitement des espaces de passage qui peut avoir un peu tendance à être oublié, et sur lequel vous verrez un focus particulier dans le référentiel aussi. De manière globale, cette réflexion sur le choix du type d'aménagement pousse à se réinterroger sur à quoi servent nos bureaux. Quelles sont les fonctions principalement abordées. Alors, vous voyez ici des statistiques qui sont des statistiques nationales, et on voit qu'au niveau moyen, les lieux qui sont le plus plébiscités et qui sont jugés comme prioritaires, c'est d'abord les zones se concentrer, avant se régénérer et s'inspirer, avant se mettre en mouvement. Alors, se mettre en mouvement, c'est des zones pour fédérer et travailler en plusieurs. Alors, c'est assez paradoxal, si je peux me permettre, parce qu'on voit beaucoup aujourd'hui un focus sur collaborer, travailler en groupe. Alors oui, bien sûr, et il apparaît dans le troisième point, mais on a souvent tendance à un peu oublier le fait que bah, pour travailler, on a aussi besoin de lieux sur lesquels on peut se concentrer et sur lesquels on peut avoir se mettre dans s'isoler un peu dans sa bulle. Donc ces chiffres sont des moyennes nationales. Évidemment, euh, tout dépendra de votre contexte d'organisation, tout dépendra des métiers qui seront effectués. Et le référentiel OSPOS ne cherche pas du tout à plaquer une solution plutôt qu'une autre, mais bien à vous poser, à interroger le projet par rapport à ses besoins effectifs. On peut ainsi mettre plusieurs types d'espaces. On parlait du flex office, par exemple, l'open space, le bureau fermé, l'espace de coworking. Chacun a ses avantages et ses inconvénients, ses enjeux, et tout à fait aussi possible de les mixer. L'idée du référentiel est bien de les repositionner dans une réflexion plus globale, avec leurs interactions sur les différents critères qui sont évoqués. Par exemple, bureau fermé, bah, souvent plébiscité encore par les collaborateurs. Hein. Il y a différents types d'études qui montrent que le bureau fermé reste l'attente principale des collaborateurs, mais bah, d'un point de vue entreprise, critiqué pour le fait qu'il conduit à plus d'isolement, qui ne permet pas de faciliter les échanges, l'absence de sérendipité, hein, ce mot était à la mode il y a quelques années, cette idée de d'avoir quelque chose comme ça qui va pouvoir apparaître à l'esprit, et évidemment des questions de immobilier. C'est juste des exemples. Et du coup, bah, de plus en plus d'entreprises passent à ce qu'ils vont appeler du flex. Mais flex, en fait, recouvre un nombre assez important de, de situations. Donc aujourd'hui, il y a 14% des actifs qui travaillent dans un bureau en flex office, donc un chiffre qui est en forte augmentation, avec beaucoup de facteurs de direction de l'environnement de travail qui aujourd'hui déclarent travailler sur des projets avec du flex. Plutôt un taux d'insatisfaction qui reste plus élevé qu'au global. Et ce qu'on voit derrière, c'est que derrière ce flex, on a effectivement mis aujourd'hui plusieurs niveaux de discours assez différents, plusieurs types de solutions assez différentes, et qu'au travers du flex, hein, donc le fait de ne pas avoir de bureau attribué, c'est bien important à avoir, c'est cette diversité, cette analyse en fonction de la diversité des activités hébergées, qui peut s'appeler bureau dynamique, activité based workplace ou ways of working, et qui lui semble avec des taux de réussite beaucoup plus importants selon les études de cas qu'on a pu voir jusqu'à présent. Donc, le flex, pourquoi pas, mais un flex pensé de manière globale, vraiment en lien avec les activités hébergées et la diversité des solutions proposées aux collaborateurs. Là encore, le référentiel osmose analyse les interactions entre les éléments, mais ne va pas venir vous imposer de mettre en place du flex ou pas le choix d'aménagement, puis évidemment, choix d'équipement et de services. Là encore, la réflexion est globale cette fois-ci en fonction de la population du site et de ses besoins. L'idée étant d'avoir une approche expérience utilisateur, comme on mentionnait tout à l'heure, avec les nouveaux types d'espaces qui se mettent en place et une source d'inspiration aujourd'hui pour les entreprises.
Un dernier point sur lequel je voulais mettre votre attention, déjà parce qu'un service ou un équipement est présent et qu'il est utilisé. Et il y a une réflexion aussi globale à mener sur comment s'assurer que l'espace est bon et comment s'assurer qu'il va s'intégrer aussi dans les pratiques. Alors, il y a différents trucs et astuces, entre guillemets, qu'on a pu analyser ou voir sur les différents sites. Le premier, c'est effectivement, pour que ça fonctionne, il faut que ça soit en accord avec les politiques managériales. Je vous donne un exemple un peu emblématique, mais il avait été mis en place un, un, un espace de jeu détente qui était juste en face du bureau de la direction générale. Tant que les acteurs de la direction générale n'y avaient pas mis les pieds, je vous laisse imaginer que le taux de fréquentation de cet espace était au plus bas. Deuxième type d'élément, les outils signifiants. On peut essayer de marquer le service par un outil. Et donc, par exemple, pour matérialiser le fait que dans certains types d'espaces sur lesquels on souhaite plutôt avoir des zones de concentration, il ne faut pas parler, ou à l'inverse, que dans d'autres espaces, il est vraiment permis d'aller téléphoner, on va mettre en place des repères qui sont des repères sociaux, des marqueurs qui vont nous inciter à avoir certains types de comportements. Par exemple, pour bien signifier que on peut échanger et parler librement, dans certains des espaces voués à venir communiquer, il est tout à fait possible de mettre en place, sous un mode un peu de nudge, encore quelque chose qu'on voit beaucoup, d'inciter certains comportements avec certains types d'aménagement. Un exemple qu'on avait un petit peu développé à une autre webconférence, par exemple, les images de bibliothèque sont des images où naturellement on a tendance à parler plus bas et à chuchoter. On peut utiliser tout un marquage sur les nudges pour réaliser ces éléments. Et puis évidemment, les règles de vie sont assez à penser conjointement. Et puis enfin, le défi humain. On est sur des projets, des projets profondément humains. Il s'agit d'accompagner. Ces projets de déménagement sont souvent être le fruit de nombreuses angoisses, d'éventuelles peurs, des résistances, parce que tout va changer et on ne sait pas ce que ça va être demain. Ces peurs sont tout à fait légitimes et il est important de pouvoir rassurer, de pouvoir prendre le temps du dialogue et de l'écoute. Souvent, c'est le management intermédiaire qui va se retrouver confronté à cette remontée. Donc, il est aussi important de pouvoir l'associer au projet, connaître le fonctionnement de l'équipe, et puis parce qu'il va être confronté à parfois ces résistances, ces changements, ces fantasmes, voire même, qui vont se tromper, et donc il est important de pouvoir leur fournir des éléments de réponse, des situations qui vont retrouver. Alors encore, vous allez retrouver un certain nombre d'outils dans le référentiel sur ces différents sujets. J'en ai cité quelques-uns. Par exemple, la mise en place d'ambassadeurs relais ou le recours à des experts tiers en conduite de changement. Un dernier point qui me semblait important de préciser sur l'accompagnement du projet, c'est de ne pas négliger la phase de post-déménagement. Quand on est dans l'équipe projet, le projet de déménagement, il démarre au moment de la conception, de la liste des objectifs, et puis il semble presque se terminer au moment où effectivement on change les cartons et qu'on les déballe dans le nouveau lieu. Mais pour beaucoup, c'est justement au moment où les cartons vont arriver dans le nouveau lieu que le projet démarre véritablement. Et il est vraiment important d'avoir aussi un accompagnement sur cette deuxième phase. Sur cette deuxième phase, expérimenter, suivre, modifier vont être des principes clés que vous allez retrouver dans la démarche, dans différents critères, que ce soit à la fois les critères de thème ou à la fois de la façon dont vous allez pouvoir mener le projet. Ce qu'on voit beaucoup, c'est l'importance de ne pas forcément figer toutes les solutions dès le début. Par exemple, en ne s'interdisant pas de laisser certaines zones qu'on aménagera ou qu'on viendra continuer à alimenter après le déménagement, une fois qu'on aura un peu plus d'informations sur la manière dont ces éléments vont vivre. D'où aussi l'intérêt de penser à des solutions qui soient évolutives et flexibles et sur lesquelles on puisse retourner. C'est un peu un droit à l'expérimentation, un droit à l'erreur. Et puis, le corollaire de ça, c'est le fait de mettre en place des outils de suivi pour avoir un retour sur l'utilisation de ce qui aura été mis en place, que ce soit en termes d'outils, de type d'espace ou de services. Vous allez donc trouver un certain nombre de critères dans le référentiel sur la mise en place d'outils de suivi de ces services, notamment les taux d'occupation et des services, et l'analyse
des actions qui vont être mises en place à ces retours des taux de suivi. Un autre élément qui est intéressant de suivre, et alors cette fois-ci, qui va être vraiment au cœur de la démarche osmose également, c'est le fait d'avoir un retour sur la perception des collaborateurs, notamment au travers d'une enquête ex post, après le déménagement. Alors, c'est vivement conseillé, hein, ce qu'on réfère à un projet, c'est pas de la faire tout de suite, parce que si vous la faites dès le premier mois après le déménagement, bah, tout est encore en cours, on n'a pas encore eu le temps euh, de faire, entre guillemets, le deuil de ce précédent projet, et, pardon, de ce précédent lieu de vie, et de s'approprier le nouveau lieu. Il faut attendre un peu, moi, par exemple, avant de faire cette deuxième enquête. L'idée générale ici, c'est d'avoir une logique d'amélioration continue, mettre en place, expérimenter des choses, c'est avoir un retour sur l'utilisation de ce qui a été, sur l'utilisation de ce qui a été mis en place, et puis l'améliorer. Voilà pour quelques points clés sur la démarche. On pourrait en dire beaucoup d'autres. Je vais juste conclure cette présentation avant de laisser le temps aux échanges pour vous rappeler comment un projet de labellisation pourrait s'intégrer à un projet de déménagement. Tout d'abord, hein, vous avez différents services liés à la démarche Osmose. Un petit outil de sensibilisation qui s'appelle Osmose Mon Profil, qui vous connectez sur le site internet. Le référentiel et son outil d'évaluation en ligne. Une offre de formation qui est vraiment en train de vous situer. Et puis, le label Osmose lui-même. Sur ce label, on le disait, 3 leviers d'action possibles, évaluer seul ou conjointement. Évidemment, un projet de déménagement est particulièrement pertinent. Les 3 leviers peuvent être complètement concernés. Vous pouvez même en choisir un ou choisir d'en faire un puis les autres. La logique générale complète requiert les 3 leviers, mais nous vous laissons la possibilité, y compris pour un projet de déménagement, de choisir le levier que vous voulez. Le référentiel aux sources que vous pouvez utiliser dès le démarrage du projet va pouvoir être utilisé pour piloter votre projet grâce notamment à l'enjeu de démarche collaborative pour vraiment inscrire votre projet dans une logique de transformation des organisations et une logique de conduite du changement. Vous avez quelques critères, hein, beaucoup des clés de succès vont ainsi se retrouver dans cette partie de ce dernier enjeu, démarche collaborative, qui est particulièrement clé dans les projets de déménagement. Ça va aussi vous permettre de cartographier les actions que vous allez vouloir réaliser et d'identifier d'autres types d'actions que vous n'auriez peut-être pas pensé grâce au référentiel. Et puis, vous allez ici avoir l'objectif, l'utilisation du référentiel Osmose et de la démarche comme un objectif commun qui va permettre de créer cette dynamique collective qui est si importante pour mener à bien et faire du projet une réussite. Et enfin, vous allez pouvoir vous challenger lors de l'audit. Donc, vous avez 2 façons d'être labellisé, soit un audit en admission, soit un audit de suivi. Je vais y venir tout de suite. Alors, pour être labellisé, donc la labellisation est par métier, hein, bâti, aménagement, animation RH. Vous devez viser un nombre minimal de points sur chacun des enjeux. Donc, il ne vous est pas possible de faire l'impasse complètement sur un sujet. Par contre, vous pouvez choisir les endroits où vous mettez votre priorisation. Vous avez présenté un certain nombre d'éléments qui étaient dans le référentiel. Ils ne vous seront pas imposés. Ce qui vous est imposé, c'est de juger, c'est de prouver une maturité suffisante sur les différents sujets avec un nombre suffisant d'indicateurs et de critères qui sont mis en place. Mais vous pouvez choisir des actions que vous réalisez. Il n'y a ainsi pas de prérequis. Une exception près, on vous demande obligatoirement de mener à bien une enquête de satisfaction dans le cas où vous utilisez le levier d'animation en fonction. Cette enquête de satisfaction n'est absolument pas utilisée pour juger, mais pour faire le lien dans une logique d'amélioration continue, entre ce que vous avez mis en place et ce qui pourrait continuer à être amélioré dans le projet. Donc, je le disais, hein, le label, vous pouvez vous engager sur 1 an. Donc là, vous allez avoir le projet d'aménagement, puis vous allez valoriser juste le projet d'aménagement au moment où vous changez de lieu. Et vous allez devoir vous évaluer sur le projet, et puis vous aurez un audit sur site qui viendra attester d'un niveau. Vous pouvez au contraire inscrire le projet de déménagement dans une logique de transformation et d'amélioration continue, et on vous propose dans ce cas-là un cycle de 3 ans dans lequel on va mener 2 audits. Un premier audit d'admission sur lequel vous allez pouvoir valoriser votre projet de déménagement et faire l'état de ce qui est fait, et y revenir un petit peu à posteriori, c'est avant la fin des 3 ans, avec un deuxième audit de suivi pour venir peaufiner ce qui pourrait être amélioré dans cette logique d'amélioration.
Je précise juste que on en avait parlé d'autres web. Il existe des passerelles avec d'autres certifications et labels de certificat que vous pouvez demander conjointement. Je m'étendrai pas aujourd'hui. Je terminerai juste pour vous dire que vous retrouverez un certain nombre de ressources, le Osmose Monde d'emploi que j'ai cité tout à l'heure, des études de cas, enfin les études des opérations, et puis le référentiel sur notre site internet euh, et le site internet dédié osmose.certificat.fr. Je vous propose